Cette idée est venue de la lecture d'un bouquin de Régis Debray, Comment nous sommes devenus américains. C'est un petit bouquin, dans les premiers chapitres, c'est des banalités, c'est facile, mais il y a 3 chapitres dans le corps de l'ouvrage qui sont intéressants et qui montrent qu'il n'y a pas eu forcément d'intentionnalité, mais qu'à travers le matériel, notamment le matériel d'équipement des maisons, des ménages, etc. Il y a eu finalement quelque chose qui a été un type de comportement qui a été induit par l'utilisation et les références de ce matériel américain. Et puis, ces derniers temps, on a vu se multiplier les références et les disputes. En gros, depuis 2005, c'est là où ça a vraiment démarré. Mais ça a continué très récemment encore, avec, pour les épisodes les plus récents, l'interdiction de la pièce d'Eschyle, Les Suppliantes à la Sorbonne. Donc j'ai essayé de voir un peu en quoi le problème des théories importées des États-Unis influait sur à la fois la recherche, mais aussi plus bêtement, plus simplement, sur la vie quotidienne, la façon que l'on a d'appréhender les problèmes auxquels on est confronté. J'ai retenu 4 filtres. La théorie queer. Queer, ça signifie tout bêtement bizarre. Alors, théorie queer, vous la connaissez peut-être pas sous cette forme, mais c'est quelque chose qui est une théorie qui va déboucher sur les propos, les problèmes de genre, et cette queer théorie consiste à envisager un au-delà du diptyque naturel mâle-femelle pour voir un aspect socialisé en hommes et femmes. Et qu'est-ce que ça implique, ce passage de la nature à la culture? Alors on va commencer par ce premier point de la queer théorie, voir comment on passe du sexe à la sexualité. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas quelque chose de récent, même si c'est quelque chose qui prend une ampleur à l'heure actuelle de façon importante. John Stuart Mill, au cours du XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, avec en particulier, on le souligne assez peu, le soutien de sa femme, qu'il a mis sur une piste de réflexion sur le féminisme et ce que ça pouvait être au début du XIXe siècle, à cette formule, ce que l'on appelle la nature des femmes est quelque chose d'éminemment artificiel, résultant d'une répression forcée par certains côtés et d'une stimulation contre nature par d'autres. Donc il pose effectivement ici très clairement du fait que la position de femme est quelque chose qui se construit, qui n'est pas quelque chose d'immanent, lié à l'apparition sexe-femelle, hein, comme on a dans toutes les espèces, dans beaucoup d'espèces animales. La plupart de ces développements ont été portés aux États-Unis autour de la réception de l'ouvrage de Simone de Beauvoir, et avec cette formule sur le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Donc, insistant sur quelque chose qui est la genèse de la construction de la femme par rapport au côté, à l'aspect femelle. Elle a été lue, commentée, très bien développée dans les universités américaines, et ce qui a fait rebondir un peu le débat, c'est lorsque, dans le début des années 70, dans la grande foulée des secousses 68 des post-68 le mouvement féministe s'organise et Monique Wittig
va proclamer en 1979 que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Alors, donc, à partir de là, que sont-elles? Ça commence à poser une question. Et finalement, il va y avoir un clivage dans le mouvement féministe en France, entre, derrière Madame Fouque, un mouvement plutôt ancré à gauche, très revendicatif sur l'aspect de la position sociale des femmes, et Monica Wittig, finalement un peu isolée, qui va partir aux États-Unis et qui fera toute sa carrière dans les universités américaines et mourra aux États-Unis. Et elle a eu un impact assez considérable et qui a été repris dans les années 90, au début des années 90, par Judith Butler, née en 1956, toujours vivante, et qui est devenue le porte-drapeau de la théorie queer, c'est-à-dire de tout ce qui est comportement considéré. Alors, queer, c'est apprendre au sens un peu humoristique, hein, de bizarre, avec un recentrage, à la différence de ce qui se passait avec Antoinette Fouque en France, un recentrage sur la sexualité, pas sur la société, sur le positionnement des femmes, et sur les pratiques comme lieu de la domination. Et elle colle avec cette remarque de Monica Wittig en disant « Je ne suis pas une femme, je suis lesbienne ». Et elle explique, de façon, à mon avis, tout à fait étonnante, que la relation entre deux lesbiennes est une relation tout à fait saine, qui n'est pas marquée par la domination, puisque c'est une relation entre deux femmes qui sont une catégorie dominée, donc de dominé à dominé, il ne peut pas y avoir de domination. Ça me semble une vision un peu rapide des couples homosexuels, en tout cas des quelques-uns que je connais. Donc quelque chose, si vous voulez, qui est revenu comme un boomerang en France. On avait lu Simone de Beauvoir, les débats sur la nature féminine s'étaient développés fortement, le mouvement féministe dans les années 70 a quand même eu un écho considérable dans la société, mais ça nous revient à travers le filtre qui est, cette fois-ci, le filtre américain, où c'est la situation américaine qui devient l'étalon pour mesurer ce qui se passe en France, ce qui se dit, ce qui s'écrit en France. Je suis donc allé sur le site des études de genre, il y a un site particulier, et voilà le tableau qu'on vous présente dans l'accueil. On vous remercie de venir visiter le site. Et vous avez donc tout ça qui correspond. Alors, L, c'est lesbienne, G, c'est gay, B, bisexuel, transsexuel, transgenre, intersexes, donc ceux qui ont une malformation anatomique et qui ne savent pas très bien où se positionner, asexuels, bon, pas de sexualité, mais qu'il faut différencier, qu'elle différencie du fait que ce n'est pas associé au célibat ou à la retraite monacale ou autre. Hein. Et enfin, les pansexuels, alors ceux-là, il y a tout, il peut y avoir y compris dedans des zoophiles, pourquoi pas, tout ce que vous pouvez imaginer. Et du coup, ça m'a suggéré cette réflexion. Mais où est donc dans ce tableau le standard gender binary, qui est celui qu'on évoque ici, le standard gender binary? Moi je me pose la question, où suis-je, hein? Mais pas qui suis-je, mais où suis-je? Voilà, si vous voulez, le filtre qui s'est progressivement mis en place. J'ai essayé de reprendre un peu quelques événements de la partie relativement récente de l'histoire de la France pour voir comment ces questions de sexualité avaient été abordées. J'ai pas voulu remonter très loin, au vote des femmes, 45, mais ce qui m'a paru le plus intéressant, puisque c'est à partir de cette disjonction entre sexe naturel et genre, donc l'affiliation dans laquelle on se reconnaît, de voir l'élément important qui est la loi Neuwirth de 1967 qui légalise la contraception, en particulier la contraception orale, c'est la loi sur la pilule, qui va permettre effectivement ici un passage considérable, une transformation considérable de la condition des femmes. Jusque-là, les enfants n'ont voulu se retrouver dans des avortements qui étaient clandestins, réprimés, et avec des questions effectivement de pénalisation très violente
outre le fait du risque que l'on prenait. Il va y avoir, dans la foulée de 68, la loi Veil, qui va dépénaliser l'avortement, après ce qu'on appelait le procès de Bobigny, d'une jeune fille violée, qu'une femme avorte, elle est condamnée, elle est amenée au tribunal, et il va y avoir une pétition de 300 femmes, le manifeste des 300 salopes, qui vont signer en disant « nous aussi, on a avorté ». Et donc qui vont réussir à obtenir du fait l'acquittement de cette jeune fille, et du coup qui va permettre à Simone Veil de faire passer sa loi au Parlement, malgré des réticences extrêmement violentes là-dedans. Les années 70 sont aussi les premières manifestations publiques homosexuelles, lesbiennes ou masculines, homosexuelles hommes, et qui va déboucher en 1981 sur la marche nationale pour les droits et les libertés des homosexuels et des lesbiennes. Homosexuels, vous le voyez, est ici écrit au masculin. Donc, une manifestation assez considérable à Paris, et qui, à partir de là, lance ce mouvement de, comment dire, relative déstigmatisation, c'est pas encore évident, mais qui commence à s'imposer un peu. Tout ça, évidemment, va être remis en question par le développement du sida, et les années sida sont des années noires, et en quelque sorte dans le calendrier, qui disparaissent, puisque vous voyez entre 81 et 95, il se passe pratiquement rien. Une des réactions les plus violentes venant de l'extrême droite, je vous rappelle que Le Pen voulait créer des sidatoriums pour regrouper les infectés du sida, qu'il y avait une tentative de proscription des sidaïques, donc qui était une menace pour la société, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que ce n'était pas une malédiction divine, mais qu'il y avait peut-être aussi, à travers des gens qui n'étaient pas homosexuels. Puis, à partir de 1995, où le sida semble non pas maîtrisé, mais mieux contrôlé, on commence à voir à ce moment-là des manifestations, des marches qui se déroulent aussi en province. Jusque-là, toutes les manifestations qui avaient lieu étaient parisiennes, on se regroupait à Paris. Donc, on n'a plus honte de se faire voir dans sa ville ou dans sa région. Et ces marches vont prendre aussi quelquefois le titre de marche des fiertés. Donc, la capacité que l'on va avoir à mettre sur le devant, eh bien oui, moi je suis homosexuel, moi je suis lesbienne, etc. Et de le manifester publiquement dans ces manifestations. Au point que, à partir de 1997, et ça m'a frappé, on voit des entreprises et des marques qui vont se mettre à sponsoriser les événements. Avec l'idée, on a là un marché de niche, on va pouvoir essayer de travailler sur l'image qu'ils veulent donner d'eux et de leur corps. On va donc essayer de trouver des vêtements, des produits cosmétiques, des choses comme ça, qui vont pouvoir cibler précisément ce marché. En 1999, là, l'évolution est quand même très forte avec cette idée de l'adoption du Pacs, c'est-à-dire quelque chose qui est, non pas le mariage encore, mais qui est quelque chose qui permet au couple de sortir de cette position, couple homosexuel, de sortir de cette position un peu infamante où il faut se planquer, où on n'a pas de statut officiel, on va parler de son copain, on va parler de son ami, etc. Mais le Pacs va effectivement ici ouvrir une bouffée d'oxygène sur la position des homosexuels en France. Et surtout, à partir de 2004, pénalisation des propos homophobes. 2013, à partir de là, les choses vont assez vite. Le mariage pour tous et Cocorico, le premier est célébré à Montpellier. En 2016, on arrive à quelque chose où, dans la loi, et c'est là où on retrouve un effet de cette approche américaine, le terme qui était le terme d'identité sexuelle est remplacé par le terme d'identité de genre. Donc, on n'est plus assigné au simple M ou F sur les formulaires, masculin et féminin, on peut éventuellement évoquer
un autre type de genre, L, G, B, T, etc. Je vous passe la liste du tableau. Le mouvement féministe va s'emparer d'une, à mon avis, ce qui est une baudruche, qui est le problème de l'écriture inclusive et de la féminisation des noms de métiers. Alors, féminisation des noms de métiers, à mon avis, oui, ça pose pas de problème, parce que, de fait, dans l'histoire, des métiers qui jusque-là étaient des métiers uniquement pratiqués par des hommes, ont été de plus en plus investis par des femmes, et il a bien fallu trouver quelque chose pour les dénommer. Alors, l'Académie s'en est mêlée, évidemment, dès qu'il est question de vocabulaire, et a dit, ah oui, mais il faut distinguer deux choses, la fonction et le métier. Donc, on dira Madame le maire, parce que le maire, c'est une fonction, Madame l'académicien, mais on dira par exemple la charcutière ou le charcutier, le coiffeur, la coiffeuse, etc. Le problème qui se pose, c'est comment choisir un féminin. Il y avait une solution qui était très simple, c'était notamment, ça se pose pour les noms de métiers en heure, qui consistait à le féminiser en ajoutant un E à la fin. Un auteur, une auteure, un professeur, une professeure, etc. Et en fait, il y a eu toute une série de débats pour dire « Ah non, non, c'est pas aussi simple que ça ». Le problème du masculin, genre, c'est l'Académie au XVIIe siècle qui l'a imposé comme neutre. On dit les droits de l'homme, mais les droits de l'homme, avec un H majuscule, ça incorpore les droits des hommes et des femmes, mais du coup, le masculin l'emporte sur le féminin. Vous avez appris ça pour vos accords de participe passé et autres. Donc, à partir de là, hurlement chez la gente féminine en disant « Ah mais non, pas du tout, le masculin ne doit pas l'emporter sur le féminin ». Donc, il va falloir, à partir de là, trouver les noms qui sont les plus adaptés. Et pour auteur, par exemple, on fait valoir que les femmes qui écrivaient avant le XVIIe siècle étaient qualifiées d'autrices et pas d'auteurs. Donc, on a retenu à l'heure actuelle autrice. Mais il y en a d'autres qui disent tout simplement auteur. Alors, dans les fantasmes lubriques que je peux avoir, c'est pour professeur. Et évidemment, vous imaginez ce que ça peut donner dans l'imagination d'un adolescent si vous avez une professeuse. Hein, talon aiguille, cuir, fouet à la main, aïe aïe aïe. Donc on est dans ce débat, si vous voulez, qui est un peu de savoir comment aller vers une féminisation. Alors il y en avait qui avaient déjà des féminins, et le résultat c'est que pour les termenteurs, il y a des tas de choses, parce que docteur ça donne doctoresse, ça ne donne pas docteureux, etc. Donc un problème qui est posé au niveau de cette féminisation déjà. L'écriture inclusive, c'est cette idée, ah oui mais quand on parle, on ne peut pas négliger le fait qu'il y a des hommes et des femmes, il faut donc en établir l'apparence, la visibilité plus exactement, dans les discours, dans l'écriture ou autre. Alors, ça pourrait donner, cher public, il n'y a pas de problème, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Mais si je veux vous dire, cher ami, il faut que je vous dise cher.e.s, ami.e.s, merci d'être venu si nombreux, .s.se et SES. Bon, donc c'est quelque chose, au niveau parlé, ça donne quelque chose d'assez délirant. Au niveau de l'écriture, si vous ne faites pas gaffe, ben, il y a des endroits où vous allez louper un passage et après vous vous faites taper sous les doigts. Mais du coup, ça a quand même donné naissance à un manuel scolaire en 2017 chez Attier pour les CE2, qui est un manuel qui explique les règles de l'écriture inclusive. Alors évidemment, avec toutes les polémiques qu'il y a, le gouvernement a interdit d'utiliser l'écriture inclusive dans les formulaires administratifs, mais que le maire de Grenoble, Éric Piolle, a décidé de faire sa première circulaire en la mettant en écriture inclusive. À partir de cette question qui était posée en France depuis le début des années 50, on n'est pas femme, on le
devient, c'est une construction, et on arrive à quelque chose qui est cette espèce de, comment dire, de panique dans le vocabulaire, dans le genre, et où, pour le moment, ce qui est frappant, c'est plutôt le désordre, plutôt qu'une avancée de la cause des femmes, et on pourrait se dire que avant de passer à l'écriture inclusive, on pourrait peut-être mieux payer les infirmières, les caissières, etc., même si là on connaît le féminin de ces métiers. Tout ça pour ça. Alors, la question c'est que, en haut dans ce graphique, vous avez en bleu les PACS et en rouge les mariages. Vous voyez qu'à partir de 2014, le mariage figure dans les données pour les mariages homosexuels. Les PACS homosexuels étaient représentés en grisé au-dessus des barres bleutées et en vert au-dessus des barres roses qui étaient les mariages hommes-femmes classiques. Et quand vous pensez que pour ces malheureuses 6 000 personnes qui ont le droit de vivre leur amour comme elles l'entendent, on a eu des manifestations, la manif pour tous, dans la rue mettant 1 million, 1,5 million de gens dans la rue, on est complètement effaré par la disproportion du problème social qui est posé et puis de ce que ça donne dans la réalité, dans ces comportements. Il y a eu des avancées, mais qu'il ne faudrait pas, au nom de ces avancées, sombrer dans une forme de délire, de persécution de la part du féminin, de la part du transgenre, de la part du bisexuel, etc. Le deuxième filtre, c'est celui des Cultural Studies, qui consiste à éclairer les relations entre l'humain et le culturel, mais à la différence de type d'approche qui avait été mis en place jusque-là à partir de Mauss, par exemple, c'est de le faire sans cadrage théorique ou disciplinaire préalable, c'est-à-dire d'essayer de prendre des intersections de disciplines diverses et de monter de façon un peu empirique des modèles pour voir comment ça fonctionne. Quelque chose qui a été lancé par McLuhan dans ses études sur la communication, qui est la clé d'entrée, et dans lequel il s'agit de distinguer l'émetteur, le message et le récepteur. Et McLuhan a cette formule, le média et le message. En 1964, c'est une formule qui a été très mal comprise. On dit, mais le média, c'est pas le message il est contenu porté par le média. En réalité, ce que McLuhan essaye de montrer, c'est que le média, c'est-à-dire, à un moment donné, la parole, avant l'invention de l'imprimerie. Avec l'imprimerie, l'écriture. Après l'écriture, l'invention de la radio. À chaque fois, le média qui intervient donne obligation de formuler le message dans la contrainte de style qu'impose le média. L'exemple que vous connaissez tous et toutes, c'est Twitter. Vous avez 140 signes pour vous exprimer. Donc, ce que veut dire McLuhan, c'est que le média est finalement quelque chose qui va générer la contrainte sur le message et que le message va devenir finalement un sous-produit du média et non pas le média, le vecteur d'une pensée au niveau du message. Et ça met en écho la remarque de Duchamp, et c'est en 1965 qu'il le rédige sous cette forme, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, c'est-à-dire qu'on se fout de l'intention de l'artiste, on se fout du support qu'il a utilisé. Ce qui est important, c'est que moi, de mon œuvre, je vais dire ce que je vois, ce que je pense, ce que je ressens. Je vais interpréter. Alors là, j'ai un bon exemple à vous donner de ce genre de choses sur le type de réception, c'est l'incompréhension. Le message n'est pas du tout reçu. Vous avez entendu, vous avez vu, et vous ne comprenez rien à ce que ça raconte. De fois où il y a des messages qui sont reçus complètement de travers ou pas reçus du tout, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Deuxième type de réception, c'est l'oppositionnel. Le message a bien été compris, mais je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui est raconté, soit parce que je le lis avec un autre code, et par conséquent je ne peux pas le déchiffrer, soit tout simplement parce que je refuse ce type de message qui m'a été transmis.
Le négocié, c'est quelque chose qui est une lecture mixte, c'est-à-dire qui est à la fois conforme, j'ai compris le message, mais je suis en opposition à ce message, j'ai pas d'ambiguïté, mais je le rejette, mais ça peut se négocier. Il y a peut-être des parties du message à retenir avant de le rejeter. Puis enfin, il y a le dominant, c'est tout bêtement le message tel qu'il a été véhiculé, il est accepté, il est reçu, il est accepté, et on rentre dans le canevas de ce qui a été proclamé dans le message. Voilà donc, si vous voulez, un peu le canevas pour comprendre ce qui va se passer. Alors, pour illustrer tout ça, comme on est à l'heure d'Internet, vous voyez que là-dedans, le média, c'est-à-dire l'ordinateur, vous assaille en permanence, si vous avez mal paramétré la réception des cookies, vous êtes en train de lire un truc et vous avez des petites fenêtres de pub qui s'allument à droite, à gauche, votre texte qui saute, etc. Donc on est complètement submergé par les messages qui déboulent sur l'ordinateur, ce qui ne se passe pas quand vous lisez un livre. Et vous voyez pourquoi ce que veut dire McLuhan quand il dit « le média est le message ». Ce à quoi s'attaquent les Cultural Studies, c'est l'infinie atomisation du social. Ça, c'est ce qui me frappe le plus, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un chercheur britannique, et il faut dans le milieu des années 50, qui va essayer de regarder au-delà de la culture des élites. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne est restée complètement figée dans ses normes aristocratiques et autres, qu'il y a un clivage social extrêmement violent, et la culture ne peut être que la culture de l'élite. Et ce chercheur, finalement, va se lancer à regarder un peu ce qui se passe dans les classes populaires, à une époque où commence à décliner leur culture de classe, c'est-à-dire l'affirmation du groupe en tant que classe ouvrière, etc., qui a sa propre culture, qui génère ses propres normes, qui pouvaient entrer en opposition à la culture. Donc il décide d'aller visiter un peu ça. Et c'est un travail pionnier et qui va être relativement mal envisagé en Grande-Bretagne parce qu'il n'y a pas, à la différence de la France, de chaire de sociologie dans les universités anglaises encore au milieu des années 50. Donc il est un chercheur totalement isolé, il travaille en bricolant là-dessus, mais la question qui est posée est quelque chose qui reçoit un écho, et un écho assez vite, en particulier en France, avec un passage à la politisation. Comment ce comportement culturel des classes populaires fonctionne-t-il? Est-ce qu'il sert à contester l'ordre social? Est-ce qu'il sert au contraire à rentrer dans le canevas de la culture, donc d'adhérer au rapport du pouvoir? Et en France, il va y avoir un débat extrêmement important qui va se développer au début des années 60 autour de la politique que va mener Malraux avec ses maisons de la culture. Le débat porte sur le fait, est-ce que les maisons de la culture sont un foyer émetteur, donc un média pour la culture, et de quelle culture? Évidemment, la grande culture, c'est l'idée, il faut rendre accessible, ouvrir les musées, rendre accessible la culture, non pas de l'élite, mais une culture, si vous voulez, entérinée, universitaire, cautionnée par les musées. Ou bien, est-ce qu'il faut essayer de mieux respecter les cultures populaires qui ont leur propre référent, et donc les organisations syndicales ou des organisations comme Peuple et Culture par exemple, qui est une branche qui est plutôt animée par la CGT, est-ce qu'on peut accepter de valider ça? Donc vous voyez deux conceptions de la culture qui vont s'opposer dès le départ, et où Malraux finit par valider et faire imposer cette idée, la culture pour tous, à partir des maisons de la culture. Ce qui va générer non plus des acteurs producteurs d'art, de musique ou autre, mais une catégorie d'intermédiaires, administrateurs, qui eux vont sélectionner les artistes qui
présente, etc. Il va donc y avoir un filtrage qui s'effectue au niveau des maisons, des jeunes et de la culture par rapport à la production artistique qu'on peut avoir ou à ce qu'on ne considère pas comme de la production artistique. Et on va passer, au début des années 80, alors c'est pas joli comme terme, un passage à la soupe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce Britannique qui était très isolé va avoir aussi un écho aux États-Unis, ses travaux sont répercutés, les travaux français vont être connus aussi aux États-Unis, toujours cette idée, hein. En fait, une partie de ce qu'on reçoit aujourd'hui des États-Unis, c'est un effet boomerang de quelque chose qui est parti de la France, qui a été réinterprété, Deleuze, Foucault, etc., et qui nous revient, mais avec un décalage dans l'organisation. À partir du moment où on voit que ces questions de culture deviennent l'élément important d'une stratégie politique, on ne peut plus s'en désintéresser. Et il faut donc essayer d'obtenir dans les universités, d'abord dans les universités américaines, une stratégie contre l'académisme qui domine pour essayer de récupérer des postes et des crédits grâce à des mécanismes de cooptation. Et on va avoir un développement de ces cultural studies, mais qui ne passe pas par le filtre qu'il y avait en France de la sociologie. Et puis, là-dessus survient le Big Bang d'Internet. On a donc un pullulement globalisé des paroles d'amateurs, sûrs de leur savoir, surtout aussi sûrs de leur bon droit, et qui vont ouvrir l'extension du champ à toute marginalité qui exige la reconnaissance de sa légitimité. C'est ainsi qu'à Paris 3, Université de Paris 3, il y a une formation de master sur les minorités, dans lequel on met dans le sac les noirs, les musulmans, les obèses, les lesbiennes, etc. Dès qu'on a la possibilité d'ouvrir un blog, on va essayer de récupérer des tweets favorables, des OK ou ABBA, non, plutôt éviter les ABBA, plutôt les OK, etc. Donc quelque chose qui est ce pullulement d'atomisation du social, jusqu'à la limite, il y a moi, et finalement, la progression du selfie grâce à ces petits appareils photo. Hein. Ce qui est important, c'est plus la Joconde, c'est moi devant la Joconde, moi devant Botticelli, la naissance de Vénus, moi devant la Tour Eiffel, moi à New York, etc., etc. J'ai repris ici deux cas de figures qui me paraissent symptomatiques. Dans ce bouquin, que moi je considère comme fondateur et extrêmement important, La distinction de Bourdieu, qui est édité en 1979 et dans lequel il y a un dénominateur fort qui organise le tableau, c'est l'appartenance de classe qui trouve son expression dans le politique. Alors, c'est le début, dans les années 70, moi j'ai connu ça en géographie, des analyses factorielles en composantes principales. Donc on essaye de prendre des données, on les passe à la moulinette et on essaye de lire les axes qui ressortent de ce traitement par l'informatique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Bourdieu présente dans son ouvrage deux axes qui vont structurer les personnes, les métiers et les choses dans ce nuage de points. D'une part, faible volume de capital global, c'est en gros, vous n'avez pas beaucoup de sous, donc vous faites avec ce que vous récupérez le plus bas, pas étonnant d'y retrouver les salariés agricoles tout à fait en bas. En haut, le capital global le plus important, donc vous retrouvez les patrons, vous retrouvez des choses comme ça, et puis au milieu, il y a les cadres moyens qui sont tout à fait emblématiques de ce type de situation. Et puis, un autre axe, qui est l'axe culturel, avec un capital économique qui l'emporte plutôt sur le culturel, donc très peu de culture, qu'elle soit une culture académique ou qu'elle soit une culture socialisée, etc., non répertoriée. Et de l'autre côté, un capital culturel prédominant, on n'a pas beaucoup de sous, mais on a finalement beaucoup de connaissances, de références, de lectures, etc. Et vous voyez qu'on trouve ici
dans ce point, les instituteurs, ils sont plutôt en dessous par rapport au capital global, mais ils sont très en pointe là-dedans, et on vous dit, ah ben oui, mais du coup, le système d'éducation nationale est un système extrêmement ségrégatif qui reproduit, titre de l'ouvrage de Bourdieu et de Passeron, les héritiers, puisque, de toute façon, eux, comme ils sont parfaitement au fait des règles et des canevas de fonctionnement de l'éducation nationale, leurs enfants peuvent le reproduire plus facilement, et eux, ils peuvent accéder à l'ascenseur social, alors que les autres qui n'ont pas l'école, ils restent en bas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, donc en gras, les métiers, et de voir aussi qu'est-ce qu'on aime. Alors, vous voyez que du côté salarié, agricole, manœuvre, ouvrier spécialisé, etc., qu'est-ce qu'on aime? Fernandel, Brigitte Bardot, l'accordéon, les pâtes, le vermouth ordinaire et le lard. Hein? Si vous regardez dans le haut du tableau, vous allez découvrir que vous avez là-dedans le piano, les concerts, l'antiquaire, le bridge, l'équitation, le champagne et les cocktails. Donc on n'est pas du tout dans le même registre de capital culturel. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit quand on est plutôt dans la partie basse? On pratique le bricolage, l'entretien de la voiture, on écoute France Inter, on lit éventuellement l'humanité. Et puis, quand vous êtes plutôt en haut, du côté des professeurs d'université, on aime Xenakis, donc la musique contemporaine, l'opéra, des ouvrages sur l'art, on pratique les croisières, on ne boude pas Andy Warhol, donc on est dans quelque chose, si vous voulez, qui est cette espèce de nuage de points, donc extrêmement diversifié. Hein, dans les attendus, mais où Bourdieu insiste sur le fait que c'est cette structuration en termes économiques et culturels qui anime les références politiques et qui vont s'exprimer dans les combats du politique par l'ensemble des partis. En termes de tribus, on va essayer de voir quelles sont les catégories de gens qui ont des thèmes qui leur sont propres, qui sont assez fréquents, etc. Alors, vous avez les locatifs de la vie, par exemple, c'est les gens qui refusent de s'installer. On ne va pas acheter, construire, s'attacher à une terre. On va louer, se déplacer. On ne va pas investir dans une voiture si on en a besoin. On prendra un taxi, etc. Donc, ça suppose un mode de vie, si vous voulez, qui fait qu'on essaie de ne pas avoir de racines, ou sinon de racines, en tout cas d'attaches fermes, que l'on va retrouver avec d'autres types de gens, comme par exemple, ici, les nouveaux nomades. Les nouveaux nomades, c'est les gens, si vous voulez, qui vont refuser un peu de s'installer dans la vie. On va différer le moment de prendre un métier, on va essayer de bricoler dans tel type d'activité et autres. C'est généralement auprès de ces gens-là que Uber, que le travail en freelance comme journaliste ou autre dans l'information vont se retrouver. Je ne dépends de personne, donc je peux bouger, je peux me trimballer avec quelque chose qui aussi est caractéristique de gens qui refusent en fait de s'engager dans la vie. Celle-ci, par exemple, les activistes de la cause animale, avec comme effet, alors quelque chose qui est effectivement important à prendre en compte autour de l'élevage et de tout ce qui peut s'y passer d'absolument scandaleux et autres, mais qui dérive aussi vers un genre de vie qui va être le mode de vie vegan. On ne mange pas nos frères à quatre pattes, hein, on ne va pas les manger, ou à deux pattes quand on a affaire à des oiseaux, des poulets, etc. Bref, quelque chose qui tourne autour d'une vision nouvelle des comportements des gens, mais sans qu'on essaye d'y mettre un référent politique qui les ramènerait à une approche de type de classe. Là, on a véritablement une atomisation, et le terme de tribu est tout à fait significatif. Les chercheurs en ont qui est 33 en France, je vous en présente ici que 9. À partir de là, c'est quelque chose qui est directement branché sur une analyse des comportements des gens, mais pour essayer de leur fourguer, et c'est là où on n'est pas dans le post-capitalisme, hein, essayer de leur fourguer des marchandises, des produits, des biens, des services, etc. Et donc, ici, si vous voulez, j'ai repris pour Synomia, qui est une agence qui s'adresse aux entreprises,
avec identifier les tendances de demain sur la base de l'analyse massive de signaux forts et faibles de votre marché. Et vous voyez que là, il y a essentiellement trois grandes patates qui ont été organisées. Celle qui est ici en mauve, et il y a des patates qui se recoupent, qui est l'hipstérisme, quelque chose qui est dans cette zone en jaune, l'anticonsumérisme, et en haut, le life control, c'est-à-dire avoir la maîtrise de sa vie. Et à chaque fois, vous voyez que vous avez des points forts qui vont apparaître ici avec des groupements de proximité, et puis des choses qui vont se représenter un peu avec des écarts, et voire des gens qui ne rentrent pas dans ces catégories qui ont été ciblées. À chaque fois, on propose un ciblage précis. Les viticulteurs, par exemple ici, c'est des gens qui vont préférer le local, le made in France, qui vont essayer à partir de là de faire le développement des légumes urbains, de l'agriculture verticale, etc. Donc quelque chose qui est, à travers les goûts, les envies, les désirs des personnes, essayer d'arriver à un ciblage de plus en plus précis pour les commerciaux. Donc des grilles qui sont les grilles d'une part de l'âge. On n'a pas les mêmes types de positionnement selon les âges que l'on a, et en vieillissant, on peut changer de catégorie. Selon le type de relation, est-ce qu'on est au sein d'une famille composée, recomposée, pas de famille, comment ça se passe dans ça? Est-ce qu'au niveau des relations amicales, amoureuses, comment ça se passe? Donc ici, on retrouve les déterminants de genre qu'il faudrait prendre en compte là-dedans. Un autre élément, c'est l'aspect de la santé. Est-ce qu'on est plutôt malade, plutôt au contraire très actif, en bonne santé et autres? Et donc, à partir de là, vous avez tous ces nuages de points qui sont traités dans les ordinateurs. Les post-colonial studies, c'est révéler et mettre en cause l'héritage culturel laissé par la colonisation, à la fois chez les colonisés comme chez les colonisateurs, et avec cette idée que personne n'est sorti indemne de la colonisation et que les traces de ce phénomène sont aussi bien à rechercher chez les dominés que chez les dominants. Et on verra, si vous voulez, comment ces post-colonial studies ont des aspects extrêmement positifs. « 1950 », qui est un texte fondateur et fondamental, et j'étais particulièrement content, il y a quelques années, quand ma petite fille passait le bac français, de voir que le discours sur le colonialisme de Césaire était au programme, et qu'ils avaient à en commenter un certain nombre de passages. Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, 1952, et suivi par Les damnés de la terre, qui rédige en 61 l'année de sa mort. Donc il est Frantz Fanon, martiniquais, donc va être un psychiatre, médecin psychiatre véritablement réputé, efficace, va travailler en particulier en Algérie et prend fait et cause pour la lutte d'indépendance des Algériens. Et donc là-dedans, il va travailler sur cette position du colonisé et il va réfléchir dans ce qu'il voit comme pathologie liée à directement la colonisation. Il donne un exemple assez épouvantable dans Les damnés de la terre d'un tortionnaire de l'armée française qui vient en consultation psychiatrique parce qu'il a des remords de faire la torture, mais il ne se décide pas à arrêter. Et il voudrait que Fanon lui trouve en quelque sorte la potion psychologique magique qui lui permettrait de continuer à torturer sans être lui torturé dans ses états d'âme. Donc Fanon dit ben non, c'est pas possible, il y a pas, ça n'existe pas, hein, j'ai pas un pansement, j'ai pas une petite pilule, il faut assumer, et puis dans la consultation psychiatrique, eh bien écoutez, on va voir comment vous allez vous en sortir. Évidemment, le gars ne vient pas le voir, hein, il pas... et il meurt finalement jeune, un peu trop tôt. Et là, ce qui m'a particulièrement choqué en préparant cette conférence, c'est de voir que sa femme, Josie, va mourir, qui était blanche, qui est restée en Algérie,
refoulé dans un petit coin, parce qu'après l'éviction de Ben Bella, le coup d'État de Boumedienne, elle est plus franchement en odeur de sainteté, enfin on ne va pas lui piquer, elle a un appartement, et elle meurt en 89. De savoir qu'est-ce qui s'était passé, comment elle meurt. Et j'ai fini par la trouver sur le site d'un journaliste algérien qui dit c'est une honte, et qui l'éprouve comme honte. En 1989, c'est déjà une vieille dame, elle se fait agresser dans la rue à Alger par 3 barbus. La guerre n'a pas encore commencé, on est en 89, et en 89, les islamistes ont déjà pignon sur rue. Elle se fait agresser, jeter à terre, couvrir de crachats, avec comme accusation, qu'est-ce que c'est que cette femme blanche, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle ne portait pas évidemment de voile, hein. Elle était considérée par ses voisins algériens dans cet immeuble comme une femme évoluée. Le terme dit beaucoup de choses de ce côté-là. Et les passants viennent la relever, la nettoient, elle rentre dans son appartement et elle meurt vraisemblablement d'une crise cardiaque. Et j'en arrive à Édouard Saïd, avec un bouquin qui va faire écho 25 ans plus tard, avec l'orientalisme. C'est une étude, alors Édouard Saïd, c'est un Palestinien émigré aux États-Unis et universitaire. Et son ouvrage est une approche littéraire. La plupart de ces culturales, de ces post-colonial studies sont partis aussi d'études de linguistique. Hein, et il amorce aux USA une réaction où on s'interroge sur l'héritage culturel laissé par la colonisation. C'est-à-dire, en gros, en quoi la transmission des valeurs culturelles de l'Occident, qui s'est fabriqué un Orient dans lequel il peut se voir et admirer sa supériorité, ou envier ce qui est le propre de l'orientalisme, envier le harem. Hein. Donc il y a cette espèce d'effet de miroir, on est les plus forts, on est les meilleurs, mais ils ont quand même quelque chose, le harem, qui serait quand même pas mal à utiliser, donc le grand fantasme sexuel de l'Occident à travers cet orientalisme. Et ce qui est étonnant, c'est que ça lance des études sur la colonisation, mais avec cette idée qu'on ne regarde pas ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi? Les États-Unis, position de principe, sont une colonie qui s'est émancipée. Donc, pour elle n'entre pas dans ce cadre. Ce qui veut dire que les études postcoloniales, même menées par des chercheurs américains, sont essentiellement des études menées sur les anciens empires coloniaux, français, anglais, portugais, espagnol, etc., mais relativement peu en s'interrogeant sur leur propre situation et comment l'immigration massive d'Européens dans la fin du 19e et au début du 20e siècle a pu générer aussi un phénomène d'importation culturelle qui a trouvé un écho sur le terrain aux États-Unis et qui s'exprime très fortement et très violemment. La clé, à mon avis, c'est de voir que la représentation des colonisés fonctionne comme un miroir du statut du colonisateur. En gros, quel est le type de culture que l'on a dans les pays décolonisés? Est-ce qu'ils ont gardé la culture impériale, la culture du colonisateur? Comment, chez les colonisateurs, ce rôle de colonisateur a pu laisser des traces à travers ce qu'ils ont comme identité ou référence culturelle? Et la conséquence de ça, c'est le développement d'un relativisme généralisé qui mine le socle de l'universalité, de l'universalité des valeurs, d'égalité, de genre, de droits humains, et les repères que cette universalité offre à l'analyse politique. Toutes les cultures, finalement, peuvent être respectées, mais l'universalisme tel qu'a prétendu le répandre l'Occident à coups de canon, à coups d'oppression, à coups d'occupation, c'est quelque chose qui est bidon, c'est un alibi pour nous dominer, et en conséquence, il faut renoncer à l'universalisme. Fanon dit ceci, dans Peau noire, masque blanc. Dussé-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur, je dirais que le noir n'est pas un homme. Alors vous imaginez un peu une formulation comme ça,
Et il précise, toute personne est un être humain, quelle que soit sa couleur. En revanche, celui qui se laisse définir par sa seule couleur, celui-là peut prêter le flanc sans nécessairement en prendre conscience à la réification, à la chosification, à finalement être ramené à un statut et pas à une personne. Nous ne tendons rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Et Fanon dira dans une autre partie de texte, au-delà de noir, je suis d'abord un homme. J'ai pris 3 cas pour voir un peu plus concrètement ce que ça veut dire. Alors, l'Algérie, tout de suite, pour bien marquer la rupture avec la colonisation, décide d'abandonner le français, de le rejeter. Que va faire le FLN? Et quelque chose de tout aussi dominateur. C'est-à-dire qu'il décide d'adopter l'arabe classique, c'est-à-dire l'arabe du Coran, donc pour bien marquer leur appartenance au monde de l'islam, comme langue nationale. Or, l'arabe classique n'est pas parlé en Algérie. Il est parlé que par une minorité d'intellectuels dans le monde des belles-lettres, mais pas du tout par la population. Elle parle un arabe vernaculaire, et il y a aussi une partie de la population, à peu près 20%, la langue berbère, va devenir interdite à être pratiquée ou enseignée. C'est seulement au début des années 2000, je crois, si je me souviens bien, en 2004 ou 2005, que le berbère sera toléré. On substitue l'oppression du colonisateur par une oppression de caste à l'intérieur du territoire et qui n'est toujours pas réglée, parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de gens, pour arriver à des carrières universitaires de haut niveau ou pouvoir circuler, ben, soit ils continuent à passer par le français, soit ils basculent vers l'anglais, plus massivement, mais en tout cas, ce n'est pas avec l'arabe littéraire qu'ils vont pouvoir se débrouiller dans une carrière universitaire. C'est quelque chose qui va mettre l'Algérie sous la dépendance des pays comme l'Égypte ou comme l'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas de professeurs d'arabe classique, il va donc falloir les importer. Et à travers l'importation, effectivement, de ces professeurs, c'est tout l'islamisme wahhabite qui va arriver chez eux, ou l'islamisme frériste qui va arriver. Deuxième exemple que je prends, le Nigeria. Parce que c'est le prototype même du pays qui n'a aucun sens quand vous regardez une carte. Il va finalement du cœur du Sahara, il descend jusque dans les zones du golfe de Guinée, où il y a, à travers ce découpage colonial, des populations extrêmement mélangées, 478 langues vraiment parlées à l'intérieur, et pas une seule n'est comprise par toute la population. Finalement, pour servir de langue nationale, on continue d'utiliser l'anglais. Les actes administratifs sont rédigés, effectivement, en langue anglaise, c'est-à-dire la langue du colonisateur. Quelque chose qui, ici, est impératif si on veut communiquer à l'intérieur de l'ensemble, ou bien il faut envisager ce qui s'est passé au Soudan, une dislocation de l'héritage des frontières coloniales et une recomposition territoriale à l'intérieur de cet ensemble. Elle a commencé avec les esclaves, sont les esclavons, c'est-à-dire en fait les populations des steppes sibériennes, des steppes russes, qui étaient capturées et récupérées au sein de l'Empire romain. Donc la traite a toujours existé, mais j'ai retenu 2 dates qui sont plus importantes par rapport à ce discours post-colonial. En 652, c'est la légalisation de la traite arabe, la justification de la traite arabe, et en particulier avec, dans les textes, dès la fin du 7e siècle et au tout début du 8e siècle, c'est-à-dire au moment où le califat omeyyade est en train de véritablement bien s'implanter, la description des Noirs comme une étape intermédiaire entre les animaux et l'homme, avec leur mauvaise odeur, une physionomie répulsive, une sexualité débridée et une certaine sauvagerie ou débilité. 1452, c'est l'Occident chrétien qui s'en mêle. La traite occidentale est justifiée par une bulle pontificale
considérant que l'esclavage, la mise en esclavage des Noirs, est quelque chose qui est contenu dans la Bible comme une punition, malédiction de Cham, le fils de Noé qui, profitant ou ayant par hasard à constater l'ivresse de son père et la nudité de son père, ne détourne pas les yeux alors que ses frères le couvrent. Le résultat, il est considéré comme proscrit et en conséquence, mettre en esclavage les descendants, les fils de Cham, c'est tout à fait normal puisque c'est une malédiction qui est contenue dans la Bible. Évidemment, c'est cette reprise qui va se faire dans toute la période où le christianisme domine dans l'ensemble de l'Occident. À partir du début du XIXe siècle, de la montée en puissance des Lumières, on retombe sur le thème qui avait été développé par l'islam, c'est-à-dire l'animalisation et l'animalité des Noirs, et qui va justifier, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la création de zoos humains à partir de la fin du XIXe siècle et encore jusqu'en 1930. Lors d'un voyage en Afrique du Sud, on a pu voir l'objet d'une polémique et d'une violence extraordinaire à Johannesburg, au musée de Johannesburg, dans la mesure où, du point de vue des bourgs, ils sont arrivés sur un territoire qui était vide, ils se sont installés sur cet espace vide, promis ou donné par Dieu. Les Zoulous sont arrivés après, d'où les conflits avec eux, mais il n'y avait personne avant. Et en fait, il y avait des populations. Il y avait des populations de Boshiman qui ont été exterminées ou chassées. Il en reste quelques exemplaires, entre guillemets, dans le désert du Kalahari. Et notre guide, qui était bourg et qui ne savait absolument pas ça, on l'a emmené visiter une grotte dans laquelle il y a des représentations par les Bushmen de l'arrivée des Hollandais sur leur territoire. On les reconnaît avec leurs chapeaux, on les reconnaît avec leurs fusils, on reconnaît leurs bateaux. Et ça n'a pas été fait par les Zoulous. Or, dans le musée de Johannesburg, il y a deux sections. La section historique et la section zoologique. Eh bien, dans la section zoologique, après les bêtes, les animaux sauvages, les girafes, et à un moment donné les grands singes, vous avez les Boshiman. Vous avez des gens qui ont été empaillés, naturalisés, empaillés. Après tout, pensez à la Vénus autantote qu'on a gardée au musée de l'Homme pendant des années, avant de la rendre pour qu'elle soit enterrée en Afrique du Sud, mais qui sont dans la partie animalière. Et la partie historique ne commence qu'avec des meubles et un intérieur hollandais de pionniers qui viennent s'installer là-dedans. Donc la demande qui a animé l'Afrique du Sud à ce moment-là, c'était qu'on retire les Boshiman de la section animale et qu'on les verse dans la section historique en rendant les corps pour inhumation et en gardant les exemples de foyers, de pièces qu'il y avait et autres, et d'un autre côté en mettant aussi les Zoulous, les populations qui étaient arrivées, les Hottentots qui étaient arrivés en même temps que les Hollandais. Pas sur le même endroit, qui sont entrés en conflit, mais qu'on devait leur faire leur place dans la partie musée historique. Donc, un débat, si vous voulez, qui porte sur le problème de la traite. Et avec cette question, oui, mais qu'est-ce qui a été le plus important? Est-ce que c'est la traite arabe? Et on dit, ah bon, non, non, parce que là, de toute façon, c'était des petites quantités, puis ça s'est étalé sur plus longtemps, alors que la traite occidentale. En gros, il y a eu une grosse polémique autour de l'ouvrage d'un historien qui s'appelle Grenouillot-Pétré, qui essayait de montrer que c'était à peu près équivalent. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, mais sachez que les historiens sont extrêmement divisés là-dessus. Le problème, qui est absolument sûr et certain, c'est qu'on a dépeuplé ce continent africain. On considère que pour un esclave capturé, il y en a 4 ou 5 qui étaient tués, donc quelque chose qui a été une catastrophe démographique pour le continent africain. Et puis deux questions qui font polémique. Le premier, c'est, ah oui, mais vous les Occidentaux, vous avez connu votre développement parce qu'il y a eu la traite, et parce que vous vous êtes enrichis sur la traite. Un courant d'historiens répond, mais pas du tout, parce que l'argent de la traite est resté
dans des investissements somptuaires, voir les maisons des négociants de traite à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, etc., dans des régions comme ça, a été investi dans de la terre, a été réinvesti dans les îles pour développer la canne à sucre, pour développer le café, etc., et pas du tout dans le développement de l'économie des pays occidentaux. Ils se sont développés sur deux choses: la recherche scientifique, la mise au point par exemple de l'aluminium à Salindre, etc., et par l'exploitation de la population ouvrière en France, en Grande-Bretagne, etc. Et c'est de cette forme, entre guillemets, d'esclavage, du salariat, d'une violence extraordinaire, que la richesse des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, a pu se construire. Donc c'est parce qu'on avait rompu avec l'esclavage qu'on a pu se développer sur le terrain de l'industrie, et que les États-Unis, quand ils ont connu leur croissance industrielle, c'est quand ils ont fini par supprimer l'esclavage avec la guerre de sécession dans les États du Sud. Un champ de polémique qui tourne autour de cette question de d'où vient notre richesse et de la contestation qu'il y a à devoir en rendre une partie. La deuxième partie, c'est autour de la civilisation noire, civilisation la plus avancée de la planète, puisque les Noirs sont à l'origine de la civilisation pharaonique. Ce sont les travaux de Cheikh Anta Diop, qui est alors en vedette à Dakar. On ne peut pas ignorer les travaux de Cheikh Anta Diop. Ils sont intéressants dans la mesure où ils notent des proximités de voisinage, de figures, de vocabulaire, etc. Et où tout le débat s'articule autour de cette question. Les Égyptiens à l'époque s'appellent Misr, M-I-S-R. C'est noir. Mais est-ce que c'est quelque chose qui désigne la terre, qui est noire, les alluvions du Nil, comme il y a le Tchernozem en Russie, les terres noires, ou bien est-ce que c'est la terre, non pas noire, mais la terre des Noirs, et en fait ce sont des Africains qui ont créé la civilisation égyptienne. Alors on a du coup un pullulement d'associations qui sont en concurrence mémorielle. Alors, il y a les vieilles associations d'antiracisme, de lutte contre l'antisémitisme, etc., la Ligue des droits de l'homme et autres, mais qui ne prenaient pas spécifiquement en compte les problèmes du racisme, sauf sur l'antisémitisme. Puis, on a dans un entre-deux des choses qui commencent à prendre en compte les spécificités d'une population immigrée, importante, notable, repérable dans la société française, avec SOS Racisme qui se crée en 84 et le Collectif des musulmans de France en 92, une mouvance afro un peu plus récente qui commence en 2005 avec le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, et il y a plusieurs associations noires qui vont se fédérer là-dedans à l'initiative d'Antillais, avec notamment la brigade anti-négrophobie et la Ligue de défense noire africaine qui naît en 2018, et qui sont associés aux émeutes qu'il va y avoir dans les banlieues, mais qui sont lus selon la trame des émeutes noires aux États-Unis, avec quelque chose, et c'est là où il est absolument essentiel que vous regardiez les deux reportages sur le Ku Klux Klan, parce qu'on n'a jamais eu quelque chose comme ça en France, et vouloir décalquer de l'étouffement de George Floyd aux États-Unis, ce qui s'est passé pour Adama Traoré, c'est quelque chose qui est un abus de transfert là-dedans. Et alors qui va très loin, Fanon disait je ne suis pas un noir, je suis un homme. Eux, au contraire, disent nous, on est noirs, vous nous avez porté préjudice, il est donc nécessaire, par exemple, en 2018, revendication, que vous vendiez le Louvre, que vous vendiez le palais de l'Élysée, que vous vendiez le Grand Palais, etc. Et qu'avec ça, vous nous financiez pour le développement chez nous. La France-Afrique, ça continue à fonctionner. Nous ne serons pas universalistes, nous serons noirs, nous serons musulmans,
nous serons arabes, nous serons antillais, nous serons ce qu'on veut, mais en tout cas, on est des porte-drapeaux d'une communauté. Ce que Fanon ne voulait absolument pas. Fanon, avec ses études psychiatriques, psychanalytiques, voulait justement que les gens ne soient pas des porte-drapeaux d'une cause, mais qui s'individualisent et qu'ils arrivent à la personne, à devenir des personnes et à se reconnaître dans l'humaine condition. J'ai pris Colbert et les codes noirs, parce que c'est effectivement ce qui est considéré comme un point d'attaque. La statue de Colbert a été taguée avec négrophobie d'État, etc. Et là-dedans, ce qui est en cause, c'est évidemment le code noir. Alors, pourquoi j'ai mis ignorance et anachronisme? C'est qu'apparemment, les gens n'ont pas lu le code noir avant de faire ça. Il est adopté en 1685. C'est-à-dire, au moment où Madame de Maintenon étend son emprise sur Louis XIV et lui impose l'abrogation de l'édit de Nantes. Donc, le code noir s'inscrit d'entrée de jeu dans quelque chose qui est une visée religieuse. Et je vous le donne en mille, l'article 1 du code noir, il concerne les Juifs, qu'il faut chasser de nos îles. Donc c'est ça l'article 1 du code noir. Donc si effectivement les esclaves sont considérés comme des biens meubles, sont une propriété, donc sont considérés comme des choses, effectivement, mais ce n'est pas le code noir qui le met en place. Les Noirs, ils ont été achetés dans la traite à partir du 14e, du 15e, du 16e siècle, transportés aux Antilles. Donc ce n'est pas Colbert qui est responsable de la définition du noir comme un bien meuble. L'article de 2 à 8 sera de chercher à imposer le catholicisme et à respecter les jours de repos, les jours saints, etc., pour les esclaves, et surtout de leur éviter de tomber dans les mains des protestants, qui les mettraient sur une mauvaise voie. Les articles 9 à 14 abordent la question du mariage et des enfants. Le mariage ne pourra pas être fait contre le gré des personnes. Il faudra le consentement des esclaves pour qu'ils soient mariés. Si les gens sont effectivement convertis au catholicisme et qu'ils se marient, ils sont réputés devenir des sujets du roi et non plus des esclaves. Ils échappent à leur situation d'esclaves. Par contre, si c'est une union sexuelle entre esclaves et libres, là, tout dépend du statut de la femme. Si la femme est esclave, les enfants à naître restent esclaves. Si la femme est libre, les enfants seront libres. Et donc, sujet de plein droit de Sa Majesté Louis XIV. D'autre part, l'article 15 à 21 indique quel est le comportement social qu'on attend des esclaves. Alors là, ils ne doivent pas faire de rassemblement, ils ne doivent pas porter de bâton, donc en gros, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir d'activité économique. Et alors ça c'est important parce qu'un article un peu plus loin dit que le maître doit pourvoir à leur alimentation dans des conditions correctes, les habiller et autres, et ne pas dire « je leur ai laissé un petit lopin de terre pour qu'ils se fassent à manger et que je n'ai pas à les entretenir ». Donc là, c'est quelque chose qui est rigoureusement interdit. Et puis surtout, ensuite, il y a de 22 à 27 les devoirs des maîtres, et dans les devoirs des maîtres, il y a un certain nombre de règles qui ne doivent pas outrepasser dans leur comportement avec les esclaves. Ceci dit, si les esclaves tentent de s'enfuir la première fois, on leur coupe les oreilles, la deuxième fois, on leur coupe un jarret, la troisième fois, on leur coupe la tête. Donc, on ne peut pas dire que le code noir, c'est un monument de progrès des Lumières. Dans les derniers articles, 55 à 60, qui sont les procédures d'affranchissement, il est dit que l'affranchissement par les maîtres permet d'être un légataire universel à l'esclave qui vient d'être affranchi, que le maître n'a pas besoin d'attendre 25 ans. À partir de 20 ans, il peut affranchir les esclaves qui sont dans son domaine, et du coup, que ces esclaves qui sont libérés sont réputés être nés dans l'île. Donc on introduit un droit du territoire, on ne va pas chercher l'antériorité de l'endroit où ils ont été déportés en Afrique, et du coup, ils doivent jouir, et ça c'est le dernier mot du dernier paragraphe, de la liberté naturelle identique
à celle de tous nos autres sujets. Donc le Code noir, c'est quelque chose qu'il faut lire dans le contexte de l'époque. Et puis enfin, la cancel culture, c'est quelque chose alors là qui est très violent et qui consiste à dénoncer et à ostraciser toute personne au présent ou dans l'histoire qui ne vous plaît pas. Qui pour une raison ou XY, mais quelqu'un qui ne vous plaît pas, vous faites une dénonciation. Alors ça a commencé avec le hashtag MeToo, ça s'est continué avec Balance ton porc, et à l'heure actuelle, il y en a des quantités considérables qui ont un impact effectivement sur la vie quotidienne de tas de gens. C'est le fruit pourri des réseaux sociaux, c'est la régénération de la revendication d'une sécurité émotionnelle. Le terme est très beau, c'est ce qui est pris dans le début aux États-Unis, se sentir en insécurité émotionnelle, frustration on pourrait dire, c'est quelque chose qui permet de dénoncer une personne dont le comportement peut être considéré comme problématique. Et on ne définit pas ce qui est problématique. On vise du coup à l'empêcher de nuire. Donc hashtag MeToo, etc. Et à partir de là, c'est qu'on est sûr de son bon droit, et surtout, on est sûr d'être porteur du bien. Donc là, c'est les gens qui s'arrogent d'être les représentants exclusifs du bien et qui, à partir de là, prononcent des condamnations, pas ex cathedra, mais ex informatique. Je suis victime, je suis agressé, et donc, je réponds par l'agression, c'est de l'autodéfense. Et du coup, la dénonciation, vos présomptions de culpabilité, c'est amplifié, c'est globalisé, ça prend la forme du lynchage, et ne pas participer à la meute, ou parfois soupçon de collaboration, d'excuser, de soutenir la cible, et donc de devenir aussi la cible à son tour. L'exemple le plus terrible qu'il y a eu, c'est pour cette gamine, Mila. Elle va se faire harceler, elle est obligée de quitter son établissement, on la rescolarise ailleurs, en lui changeant son nom, les parents déménagent, pour qu'elle puisse échapper à la meute. Et j'arrive à cette affaire de la Sorbonne, mars 2019, quand le spectacle Les suppliantes d'Échille, 5e siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme un spectacle blackface. Ce spectacle blackface, c'est le spectacle des minstrels qui se développe au moment de encore l'esclavage, dans les États du Sud, 1820-1850, où on représente les nègres un peu excités, rigolos, marrants, désarticulés, et c'est les blancs qui le jouent en se teignant en noir. La pièce a été arrêtée, stoppée, il a fallu la rejouer à huis clos, mais voyez à quoi on arrive avec la cancel culture. Dernière info que ma femme a trouvée, le West Australian Opera a déprogrammé Carmen, sur France Musique, elle a trouvé ça, l'héroïne travaillant dans une fabrique de cigares. Cela pose un certain problème quand vous vous battez pour un monde sans tabac. Vous avez ici les bisounours, qui sont effectivement ces gens de la cancel culture, et tout ce qu'ils dénoncent avec, ils sont mignons, ils sont petits, mais ils ont des bâtons à clous, ils sont en train de dévorer les gens, enfin bon, on est dans ce monde-là, où avec une bonne conscience extraordinaire, les bisounours sont en train d'essayer de nous foutre en l'air. C'est fini.